Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne, dans cette émission consacrée au cinéma, Objectif Ciné. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un nom qui n'est plus à présenter, un cinéaste, un producteur aussi, scénariste aussi, Rachid Bouchaleb. Bonsoir Rachid. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Al24 News. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui, ici à Oran. Oui. À Oran, où vous avez été honoré, parce qu'à l'ouverture du Festival international du film arabe d'Oran, qui est présidé par le comédien et réalisateur Abdelkader Jriou, vous êtes monté sur scène, vous avez été honoré, vous avez eu un lion d'or, en hommage à votre contribution au cinéma algérien. Un mot sur cet hommage. Vous avez été fortement applaudi aussi par le public. Oui, non, mais j'ai été très ému parce que, bon, ma famille a aussi mes parents, et puis j'ai un frère qui habite ici à Oran, et puis ma mère à Signa. Je suis venu assez souvent, parce qu'on était entre la France et l'Algérie, assez souvent en vacances ici, à Ain Tork, la plage, les vacances, des moments de mon adolescence, des moments de mon âge adulte. Donc c'était très émouvant pour moi, j'étais vraiment très touchée hier. Et voilà quoi, c'est des moments qui vont me rester. Ce moment-là, il va me rester jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Oran est une ville qui est très présente dans votre vie de cinéaste aussi quelque part. Oui, c'est vrai. J'avais déjà commencé par un court-métrage après mon école de cinéma qui racontait l'histoire de deux enfants de 10 ans qui avaient essayé de prendre un bateau pour aller à Oran. Et je me souviens que j'avais pris aussi cette chanson de Khaled. C'était Wahran Rohi Bislama. Ouais. Donc très vite, j'avais commencé un peu à raconter mes souvenirs et ma relation à Oran. Je rappelle, Rachid Bouchaleb, que vous avez eu des distinctions par le passé, après ce passage au Festival d'Oran, cet hommage au Festival d'Oran, nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Poussière de vie, Oscar 2007, nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Indigène, César, vous avez eu le César, je pense que c'est le seul, vous avez eu le César du meilleur scénario. Absolument. Pour Indigène, Oscar 2011, nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Hors-la-Loi, on reviendra tout à l'heure sur le film Hors-la-Loi, et nomination au César de la meilleure adaptation pour Omar m'a tué. Voilà, plus des distinctions, par exemple, prix d'interprétation collectif à Cannes pour Indigène, Ours d'argent à Berlin pour un autre film que j'avais fait qui s'appelle Little Sénégal, du meilleur acteur, Locarno, où j'avais reçu aussi un prix avec le film Cheb, Cannes aussi, qui était allé, film entièrement produit par l'Algérie. Oui. Qui avait été aussi au Festival de Cannes, qui avait été primé. Donc oui, j'ai eu la chance d'être reconnu. Pour moi, c'est surtout une reconnaissance et qui me permet de continuer à faire des films. Et ce qui est formidable avec le cinéma, c'est qu'on traverse les frontières et qu'on trouve toujours un public un peu partout dans le monde qui va s'intéresser à vos histoires. Et ça, c'est enthousiasmant pour faire... Et c'est aussi une récompense importante d'être reconnu par un public, que des gens rentrent dans des salles pour voir vos films. C'est ça aussi l'aboutissement. Absolument, vous avez réalisé plusieurs films, Rachid Bouchaleb, Bâton rouge, c'était votre premier long métrage en 1985, Oui. Cheb en 1991, Poussière de fille en 1994, Little Sénégal, Indigène, London Raver, Hors-la-Loi, La boîte d'ennemis, Enemy Way, aux États-Unis, Le flic de Belleville et Nos frangins. Je reviendrai au film Hors-la-Loi, parce que je sais qu'en 2010, le film a fait beaucoup de bruit en France. Hors-la-Loi, vous êtes passé à Cannes. On se rappelle aussi de ce passage, de cette montée des escaliers au Grand Palais de Cannes avec Allah yarhama Chapia Boudra habillée en habit traditionnel algérien. Elle était ravissante. Ouais. Parlez-nous de cette polémique qu'a suscité ce film. Et pourquoi cette polémique justement? Parce que le film attaquait tout de suite à l'ouverture les massacres de Sétif qui ont fait donc plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc, 1945. Voilà, en 1945, donc le 8 mai 1945. Et donc ça a fait tout de suite une levée de boucliers en France, pris en main par des députés de droite. Pour dire que bon, tout était falsifié et que moi je réécrivais l'histoire, quoi.
Et puis toutes les manifestations aussi qui ont été organisées à Cannes pour interdire le film. Et puis toute la mise en place aussi, avant le Festival de Cannes, d'arriver à l'interdiction du film. Mais le sélectionneur était très... Thierry Frémaux, j'ai trouvé très courageux de maintenir sa position, puisque c'est lui qui, à l'époque, qui avait choisi le film et qui m'avait dit, hein, je me souviens, le film passera à Cannes, je te rassure avec ça. Donc ça a été très dur. Et ça a même suivi le film, même à sa sortie. Ah. Par contre, ça a donné, comment je pourrais dire, une résonance mondiale sur les événements de Sétif. Ah. Donc oui, le film est... a servi d'ouvrir le débat sur ce massacre colonial. Et Sétif, moi j'ai fait le tour du monde avec le film. Alors ça a pu, comment je pourrais dire... ce moment de l'histoire est passé un peu partout, dans la presse étrangère, New York Times, LA Times, toute la presse italienne, anglaise, belge, canadienne, bon, le monde entier, l'Espagne a parlé donc de cette polémique et surtout, et j'étais très heureux finalement à la fin, c'est qu'on a pu évoquer les massacres de Sétif. Et vous attendiez à cette réaction de la part de certaines classes politiques françaises à l'égard de votre film, et de la presse aussi? Oui, je m'attendais par rapport à Indigène. Indigène, c'était un film où on a emmené à la guerre pour faire des Algériens, des Maghrébins, des Africains de la chair à canon. La mobilisation forcée. Voilà, la mobilisation forcée. Mais en même temps, c'était un film où on libère la France et l'Europe avec ses troupes coloniales. Oui. Donc là, c'était acceptable, je dirais. Oui. Auprès d'une population sensible à l'Algérie. Par contre, Hors la loi, qui était le deuxième volet que j'avais prévu aussi, juste après, c'est la guerre d'Algérie en France. Et puis, ce sont mes personnages, ce sont des résistants, des militants, et qui se libèrent, en tout cas, qui livrent un combat pour l'indépendance. Donc ça veut dire des armes, des attaques, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc là, c'est devenu, waouh, plus Sétif, alors. Ouais. Et Sétif, surtout. Il ne fallait pas montrer des soldats français et des colons français tirer sur la foule, parce que le massacre de 8 mai 1945, c'était Sétif, c'était Kharata, c'était Intemouchen, c'était Oran, dans plusieurs villes, où on a envoyé des soldats tirer sur les civils désarmés. Voilà, et c'est ça qu'on m'a reproché. On m'a dit que j'avais falsifié complètement l'histoire. Et voilà. Mais le film est passé et il a eu une résonance mondiale. Parce qu'à ce jour, la France ne reconnaît toujours pas ces crimes coloniaux. Et pensez que c'est encore difficile d'aborder ces questions liées au passé colonial. Ce n'est pas uniquement en Algérie, même en Afrique. Dans le cinéma actuellement en France, il y a des interdits, il y a des lignes rouges. C'est difficile par rapport à ce que je peux dire, c'est un problème d'économie, quoi. C'est vrai que Hors la loi, par exemple, a été vraiment soutenu. C'était le premier partenaire dans la production algérienne. C'était l'Algérie qui a été, bien avant les autres partenaires français et européens, le premier partenaire du film et qui a soutenu le projet. Donc c'est une question aussi économique. Voilà. On peut avoir des idées de film et tout. Après, il y a une difficulté. C'est celle de... Et puis aussi de réunir les fonds au niveau de la production, quoi. Donc, on vous refuse automatiquement lorsque vous abordez un sujet lié au passé colonial français. Il y a des refus, on sait tous que c'est difficile. Il y a des réserves. Oui, voilà. Et puis on sait aussi que c'est même difficile. Il y a des gens en France qui aimeraient, dans la production, aller dans des sujets comme ça. Et qu'ils y vont. Mais à un moment, ces films historiques, forcément, coûtent de l'argent. On n'est pas dans des sujets contemporains où on peut, avec son iPhone, raconter une histoire. Là, ça demande des costumes, du décor, de l'ampleur. Et puis, on est obligé aussi, pour faire des films comme ça, c'est d'avoir vraiment des moyens pour pouvoir se dire que l'envergure du film va permettre aussi sa diffusion. Voilà, donc c'est un peu toutes ces choses. C'est très complexe. Et le film a été bien distribué en France, Hors la loi? Oui, oui, absolument. Indigène aussi? Oui. On a eu, dans mon souvenir, autour de 500 salles à chaque fois. Ah, quand même.
Ah oui, oui, ce qui était bien. Parce que la polémique, elle a quand même amené ça, mais il y a eu quand même une pression pour que le film n'ait pas une carrière. Oui. Finalement, il a eu une carrière Oui. à l'international. Ça l'a amplifié. Et là, pour rester un peu toujours dans des sujets liés au passé colonial français en Algérie, vous venez de produire un court documentaire. Ça vous arrive rarement pour le court documentaire. C'est Atomic Boomerang Atomique. Le film a été projeté récemment au Festival de Venise. Ce film revient sur les explosions nucléaires françaises. On préfère les appeler explosions que tests en Algérie, parce que dire test ou essais, c'est un peu pour amoindrir l'effet de ces explosions qui ont eu lieu dans le sud algérien dans les années 60. C'est l'équivalent de 3 à 4 fois les bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Parlez-nous un peu de ce sujet que vous avez voulu traiter dans cette forme de court documentaire. Oui, c'est tout en travaillant sur l'histoire et mon envie d'en faire un film pour le cinéma. J'ai vu une partie des archives et tout, et donc ça m'a donné aussi l'envie de, tout en écrivant, de monter et de faire ce film documentaire qui fait 22 minutes. 22 minutes, oui. Et qui pour moi aussi me facilite par rapport aux partenaires que j'ai à démarcher, de leur donner ça à regarder pour qu'ils se fassent une idée de l'ampleur aussi de ce qui se passait à l'époque. Oui. Entre les images que j'ai trouvées en archives en France et aussi les images qui ont été filmées en Algérie des populations algériennes qui ont été touchées et qui le sont encore aujourd'hui de génération en génération avec donc, comme vous dites, ces explosions nucléaires que je dirais à l'avenir. On reviendra sur le sujet. Vous avez facilement trouvé des archives sur ces... Il n'y a pas de classification ou de... Si, je pense qu'il y en a. Moi, j'ai pu avoir ce que j'ai trouvé et ce qu'on m'a donné qui était consultable. Ah. Ah oui, absolument. On ne m'a pas donné un accès... en tout cas, on n'a pas un accès total des images pour pouvoir... raconter l'histoire, même pour hors-la-loi. C'est-à-dire que quand on parle de Octobre 61, quand j'ai fait le film en 2010 et que je faisais des recherches, même chose pour Sétif. C'est des archives où le chercheur ou le cinéaste ou le producteur ou un journaliste n'a pas accès, c'est ça? Il y a certainement, et c'est certain, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des archives auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Je parle d'Octobre 61, il n'y a pas, je parle des explosions nucléaires, on ne m'a pas donné l'accès à tout. En tout cas, je n'ai utilisé que ce qui est ce qu'on peut vous donner à l'INA ou au ministère de la Défense. Ce qui est consultable. Voilà. On parlait de l'explosion nucléaire et là on vient au cœur de votre prochain long métrage. Parce que vous préparez un long métrage qui s'appellera Regan. Regan, pourquoi? Parce qu'il y a eu des explosions dans cette région du sud-ouest algérien, dans la région d'Adrar. Parce qu'il faut rappeler que dans les années 60, les fameuses opérations Gerboise bleue, Gerboise verte, Gerboise rouge, etc., c'est les noms de code donnés à des bombes qui ont explosé donc, dans le Sahara algérien, Inaker aussi, dans la région de Tamanrasset. Votre prochain film, c'est Regan. Un film de fiction, mais qui parle de ces explosions. Vous pouvez me donner un peu une idée sur ce projet? Oui, le projet raconte l'histoire, une histoire simple au départ, d'un berger avec ses chèvres, et qui va se retrouver embarqué dans cette histoire au milieu de cette histoire, quoi, de cette base militaire qui a été construite pour ça, sans que les gens qui y travaillent, les Algériens qui y travaillaient, ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. Et puis leur utilisation après aussi au moment des explosions. Voilà, ça raconte ça comme histoire. Puis après, la fin est là pour dire que le problème est encore là. Et rien n'a été résolu, que ce soit sur le plan environnemental, la dangerosité aussi des déchets nucléaires qui restent encore dans tout ce territoire, et puis les populations qui, eux, de génération en génération, payent encore le prix.
Oui, parce qu'à ce jour, il faut noter que la France n'a pas nettoyé, n'a même pas donné les cartes des sites qui ont été contaminés. L'Algérie continue de réclamer que ces lieux soient nettoyés, soient identifiés, notamment pour les déchets nucléaires. Et donc vous êtes en pleine préparation de ce film, Reagan. Oui, là, en montage financier, donc je suis très content d'avoir déjà la participation du ministère de la Culture, la participation des institutions et de l'État dans ce projet qui va être aussi une coproduction internationale Italie-Belge. Mais l'Algérie est le premier partenaire du film très largement. Et donc je suis très content d'avoir ce soutien. Donc là, je suis en plein repérage et à la réflexion des décors, des costumes. Maintenant, c'est la partie fabrication du film que je mets, qui est en route. C'est votre scénario? Oui, c'est un scénario que j'ai en collaboration avec Kauter Adimi, que nous avons... La romancière, oui. Absolument, que nous avons écrit ensemble. Vous comptez tourner dans quelle région? Dans les régions où il y a eu les essais ou ailleurs? Non, la région et les essais, on ne peut pas y accéder forcément. C'est dangereux, oui. Mais ça sera Taman Rasset et tous ses environs. Je pense qu'il y a des décors qui sont proches de ce qui existe à Reagan et dans ses environs dans lesquels on peut inscrire le tournage. Et j'ai appris que vous voulez utiliser les caméras 70 mm. Oui, parce que on a un beau pays, magnifique, le Sud. J'ai déjà tourné là-bas. C'est incroyable. J'aimerais un peu donner un peu à ce film une envergure technique, un peu comme ce qu'était Laurence d'Arabie, ou certains films qu'on fait en ce moment, très peu, surtout aux États-Unis, d'utiliser une pellicule de 65 mm qui nous permet d'avoir un rendu exceptionnel. Et comme les décors naturels dans le Sahara sont déjà exceptionnels, s'ils sont filmés avec un équipement et une image qu'on peut amener à une précision la plus esthétique possible, eh ben c'est formidable, quoi. Donc c'est ça mon ambition, c'est d'arriver à allier aussi tout un équipement technique qui me permet d'emmener le film aussi dans un esthétisme, voilà, que ce soit visuel ou sonore. Ces pellicules, on ne les fabrique plus, il faut les commander. Non, on la commande aux États-Unis plusieurs mois avant. Et puis elle est fabriquée spécialement pour le film. Et puis les équipements caméra, il y en a très peu dans le monde. Elles sont, il y en a très peu, je crois qu'il y en a 4, 5, 6. Donc il faut se caler au milieu d'un planning parce qu'il y a 2-3 cinéastes aux États-Unis qui tournent encore dans ce format. Donc il faut que je me case. Je pense Christopher Nolan. Oui, Christopher Nolan. Qui d'autre Villeneuve, non Villeneuve dans Dune, voilà, c'est un peu tout ça. Plus les effets spéciaux aussi qui sont très coûteux. Oui. Donc il y a besoin aussi d'avoir un budget conséquent pour les effets spéciaux parce que par exemple, il y a eu Oppenheimer, donc le public connaît. Il est un peu exigeant. Donc moi j'aimerais bien que le film soit aussi dans cette exigence technique, au niveau des moyens, pour que l'histoire soit pleinement réussie et pas être un peu en dessous quand on filme donc, les explosions nucléaires et puis tout ce qui s'y passe autour et toutes, comment je pourrais dire, les oasis qui ont été impactées, voilà. Donc il y a une exigence à ce niveau-là et une ambition et voilà. J'espère que le résultat sera à la hauteur, mais tout ça demande une logistique très, 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 très lourde, et puis avec une équipe aussi très importante et une longue préparation. Oui, parce que le débat sur le nucléaire est revenu au devant de la scène. Vous avez raison d'évoquer le film d'Oppenheimer. Oppenheimer, c'est le nom du savant qui a fabriqué la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima et Nagasaki, Little Boy et Fat Man, je pense, dans les années 40, à la fin des années, au milieu des années 40. C'est aussi peut-être une manière que votre film, même si c'est une fiction, de montrer aussi ce qui s'est passé. Parce que même autour de ces explosions, il y a comme une chape de plomb du côté français par rapport à cette question. Oui, 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 absolument.
Rachid, je reviendrai à un autre film aussi qui est lié à l'actualité, Nos frangins. C'est votre dernier film qui revient sur l'affaire Malik Ousskine, ce jeune étudiant algérien qui a été victime sauvagement assassiné dans une cage d'escalier dans le 6e arrondissement. Par la police française. Et quand on se rappelle cette affaire Ousskine, on se rappelle aussi que finalement, les violences policières, c'est une succession. Parce que déjà, vous avez montré dans Hors la loi les violences policières le 17 octobre 1961 avec Maurice Papon, qui était préfet de police et qui a été décoré après par le général de Gaulle, parce qu'on l'oublie, décoré, il est resté en poste jusqu'à 1967. Ça veut dire 10 ans après le crime. On rappelle que le 17 octobre 1961, on a jeté les Algériens dans la Seine et d'autres ont disparu dans d'autres lieux. Ce Nos frangins, vous avez voulu le faire pour un peu interpeller cette actualité, pour rappeler que l'affaire Ousskine a été quelque peu oubliée. Finalement. Oui, l'affaire Ousskine, je m'en souviens très bien de toutes ces manifestations et tout, mais je me souviens surtout du comportement de la police à notre égard, algériens, maghrébins, surtout algériens, puisque la population immigrée était importante. C'était les Algériens en majorité. Donc je me souviens de tout ça pendant des années, même quand j'ai été étudiant, même quand j'ai été beaucoup plus âgé. Donc je connais bien ça. Ouais. Donc il a fallu pour moi, à un moment, j'ai décidé de faire un film qui serait une trilogie. Je me suis dit, il y a les grands-parents qui ont libéré l'Europe, il y a leurs parents indigènes, il y a leurs parents hors la loi. Hors la loi, et puis c'est... Et c'est leurs enfants après qui continuent à trinquer, comme si la guerre d'Algérie n'était pas finie. Oui. Nos projets terminent cette trilogie. Absolument. Ces 3 films qui sont... C'est une famille. C'est une famille. J'ai vu quand le film est sorti, on l'a vu d'ailleurs ensemble à Alger, notamment la presse française, une partie là, était critique par rapport au film, pas par rapport au film sur le plan technique, artistique, c'est le sujet lui-même qui agace. Aujourd'hui, quand vous parlez parce qu'aujourd'hui on dit, mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi faut-il parler de octobre 61? Pourquoi faut-il parler de Sétif? Pourquoi c'est tout le temps parce que, d'abord, on n'en parle jamais, vraiment en profondeur. On n'évacue pas tout le contentieux historique qui remonte même aux années 40, 50, les enfumades et tout ça, qui sont aussi des sujets à faire au cinéma. Les enfumades du Dahra. Et moi, ça m'intéresse peut-être un peu plus tard de faire un film sur cette période et sur les enfumades. C'est la grotte de Dahra. L'Adriyah. Voilà. C'est dans la région de Mestrenem. C'était au début de la colonisation, parce que le début de la colonisation française a été marqué justement par beaucoup de massacres, massacres un peu partout, à Al-Rouat, à Al-Harrach. Et ailleurs. On terminera peut-être, en parenthèse, vous avez parlé du crime du 17 octobre 1961. À ce jour, l'État français n'a pas reconnu ça comme un crime d'État. Et du point de vue du droit international, lorsqu'il y a des disparus, parce que le 17 octobre 1961, il y a eu des disparus, c'est un crime continu. Il va continuer à exister jusqu'à qu'il y ait reconnaissance. Mais par rapport, peut-être je terminerai avec ça, pour dire que Rachid Bouchareb a toujours tenu à présenter ses films aux Oscars et même dans les festivals au nom de l'Algérie. Pourquoi ce choix, Rachid? Même parce que mes films, ils ont toujours une partie algérienne dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple, j'ai fait une comédie avec Omar Sy. Oui. Sa mère, c'est, comment elle s'appelle? Biyouna. Biyouna, oui. Voilà, et pourtant l'histoire se passe à Miami. Ah. Un thriller, un film d'action. Mais bon, j'emmène toujours avec moi ce que je suis, quoi. Donc, il parle d'algérien. Oui, de la culture, de la langue, de ce que j'ai reçu de ma famille, de mes parents. Donc, mon cinéma, il est aussi, et même très algérien. Donc c'est normal que quand il soit présenté et que je le présente, que ce soit à Berlin, que ce soit à Cannes, que ce soit aux Oscars ou dans tous les festivals, je mets Algérie, France, Allemagne ou les partenaires que j'ai. Mais à chaque fois, je dis oui, non, mais sélectionnez-le en film algérien. Et parfois, ça agace. Parce qu'il l'est.
Oui, je sais que bon, sur Indigène ou sur Hors-la-Loi, des films comme ça, il y a des tensions, ouais, mais pourquoi et tout. Oui, mais c'est comme ça, il y a quelque chose de naturel chez moi. Chez moi, c'est pas, là, à ce moment-là, je me révolte pas. À ce moment-là, c'est ce que je suis. Donc, dans tous mes films, même les films que j'ai tournés aux États-Unis, il y a toujours l'Algérie. D'abord, Shafia Boudra, je l'ai emmené à Chicago. Ouais, pour le film, non pas Just Anyway. Like Woman. Just Like Woman, ouais. Voilà, donc que vient faire l'Algérie Ouais. dans une histoire à Chicago où c'est comme ça. Donc, Ouais. c'est un film algérien. Ouais. Vous avez préparé partir aux États-Unis à un moment donné? Oui, je suis parti, oui, parce que je me disais, bon, je vais aller. J'avais des projets américains. On m'avait aussi contacté pour faire des films aux États-Unis, hein, parce que très vite, quand vous êtes nominé dans une catégorie cinéma, ça faisait la 3e fois, on m'a dit, bon, venez faire des films. J'ai préféré faire mes films, tout en travaillant avec des équipes techniques et des acteurs américains de talent, par exemple, comme Forest Whitaker, Ouais. Harvey Keitel. Harvey Keitel pour Enemy Way, ouais. Voilà, donc, et puis 8 ans de partir loin comme ça, dans un autre pays, un autre monde, ça m'a fait respirer aussi. Oui, moins de pression, moins de... La pression, mais la pression, je l'ai eue depuis mon enfance. Ouais. C'est pas Donc, quelque chose qui me... Vous êtes habitué. Ouais. Rachid Bouchareb, merci. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci d'avoir aussi accepté de répondre à nos questions. Évidemment, on va sûrement suivre votre projet de film Regan et on vous accueillera après la projection du film, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Vous l'aurez terminé. Vous avez une date pour la fin du tournage? Ouais, je pense que là, je démarre et je pense que le film, dans 18 à 24 mois, sera fini. Inch'Allah. Ce Inch'Allah, sera avec un grand plaisir de revoir votre nouveau film. Merci à vous de nous avoir suivis sur Al 24 News. On vous donnera rendez-vous prochainement pour un autre numéro d'Objectif Ciné. Au revoir.